C'est parti, bonsoir à tous et à toutes. Euh, donc je voulais juste rappeler vite fait avant que la vidéo se lance que c'est pas un conseil, un investissement et faites attention à ce que vous dites parce que c'est enregistré, tout est écrit ici, donc je vais pas tout relire. Je pense qu'il y a pas mal de choses à couvrir cette semaine. On est dans une semaine plutôt agitée avec un cours à la baisse. Pas mal de choses qui se passent sur la scène internationale avec la Russie. Il y a eu le débat entre Richard et Peter Schiff. Il y a eu des scams sur Telegram dont il faut faire attention. Il y a eu le lancement de Liquid Loans qui est le protocole fait par des Mexicains pour des emprunts. Il y a la fin du sacrifice de Pulsix. Moi, j'aurais voulu aussi qu'on traite après de manière technique ce tableau que j'ai posté là. Je mets sur la vidéo cette semaine pour expliquer un peu comment sont répartis les hex et pour que bah vous compreniez bien comment ça fonctionne pour ceux qui découvrent un petit peu. Et ensuite, pas mal de drama sur Twitter avec des Mexicains qui sont là depuis très longtemps, qui ont des chaînes YouTube, bon, c'est des Américains, qui parlent sur les protocoles comme Liquid Loans, Hedron, qui disent que c'est des scams. Alors, je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi. Ils évitent un petit peu les débats, alors que les équipes leur offrent une conversation, une discussion. À chacun de faire son idée, juste faites attention si vous participez à leurs sacrifices respectifs. Je sais aussi il y a Gérardo qui a lancé son sacrifice là pour son site Mintra qui est une marketplace pour tout ce qui est NFT. Et donc voilà pour l'agenda d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir sur cet agenda, qui veut commencer par quelque chose, qui veut commenter un petit peu l'actualité? À mon niveau, non, tout est OK. Pardon? Je disais qu'à mon niveau, c'est bon. Ok, quelqu'un d'autre veut participer ou... Ben moi, par rapport à Liquid Loan et Mintra, je pense que ben, les OG, ceux qui sont là depuis longtemps, ben, ils prennent un petit peu la même position que un peu tout le monde à chaque fois qu'il y a un nouveau projet. C'est juste, voilà, c'est un nouveau projet. On sait pas si, euh, je sais pas s'ils sont audités, mais voilà, apparemment il n'y a pas les codes, donc il faut voir les codes. Même s'il y a un projet, il faut savoir aussi s'il peut y avoir ou pas de rug pull. Et ben, oui, comme à chaque projet, il y a toujours des sceptiques et puis aussi des RH maxi, on va dire. C'est des mecs Ouais. qui, voilà, qui que sur ce que Richard a validé ou qu'il a fait lui-même. Donc voilà. Mais après, bon, on regarde comment ça se passe et c'est c'est normal. Après, je suis d'accord avec toi, faut faire attention à tout ce qui est nouveau, etc. Mais moi, je suis partisan du fait que il faut regarder ce qui se passe. Par exemple, sur Hedron, je sais que ils ont des audits qui vont arriver bientôt, donc ça vaut le coup de regarder. Et surtout, bah, quand il y a des équipes qui sont là, ouvertes au dialogue, tu vois, la moindre des choses, c'est de les inviter pour en discuter et voir, essayer de voir ce que c'est, quoi. Tu vois. Là, c'est un protocole où qui a pas d'admin keys, donc ils peuvent pas faire de rug pull techniquement. Après, faut voir ça sur l'audit. Hein, je suis d'accord. Euh,
Mais ça m'étonne un petit peu, si tu veux, parce que euh, ces OG là, ces OG, qui sont là depuis le début de X, bah, ils ont vécu la même chose, mais avec X en fait, tu vois. Et et c'est bizarre de voir cette mentalité bah, se retourner contre eux, quoi. Ils sont en train de faire la même chose que ce qu'on a fait sur X, quoi. C'est Donc clairement dommage, je ça. dis pas faut faire attention, mais faut être prudent, mais il faut aussi en discuter, quoi. Oui, oui, clairement, hein. C'est un manque de recul, je pense, parce que, comme tu l'as dit, on l'a vécu avec X, et là, ils font la même chose avec Liquid Loan, enfin, les autres projets. C'est dommage, mais bon. Moi aussi, je préfère attendre. Donc, je sacrifie pas ou quoi. Je verrai comment ça se passer, et puis voilà. Et puis, j'ai vu aussi que le, la baleine, là, la grosse baleine qui a stacké, qui a placé pendant 15 ans 200 millions, elle avait aussi sacrifié 6 millions. Ça, c'est un indicateur pour dire que voilà, quoi, le projet, il y a quand même quelque Ouais, chose derrière. ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que 200 millions à ce niveau-là, enfin, c'est forcément low A, tu vois, c'est sûr. Ah non, 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 c'est celui qui a placé 200 millions, c'est c'est une des La baleines. Godwell, ouais. Ouais, c'est Ouais, la très mais grande. enfin, moi, je suis un peu. Comment on sait que c'est un mec en particulier, tu vois? Parce que Ah, il avait. Richard, il avait expliqué que tu vois, tu peux anonymiser des envois, tu vois. Donc, si jamais Oui, oui. l'OA, à un moment donné, elle a fait plein de d'adresses sœurs, euh, est-ce que sur ces adresses sœurs, elle a pas fait un envoi, je sais pas, de 200 millions, tu vois, qu'elle a anonymisé par je sais plus comment ça s'appelle la Shark, je sais plus quoi, Tornado Cash ou je sais plus un Tornado, je sais pas quoi. Et du coup, tu sais plus après où est cette adresse sœur, où sont ces exa, tu vois. Ben, il- attends, excuse-moi. Ouais. Quelqu'un d'autre veut un peu parler ou a des questions là-dessus ou quoi? Bonsoir. Salut Eric. Par rapport au projet de Hydron, bon, j'ai essayé de voir le projet. Il a l'air pas mal, mais le truc, c'est que Richard, lui, ne suit pas le projet et c'est un peu inquiétant. Parce que moi, je crois que pour la blockchain plus chain, il faudrait un maximum de projets qui soient lancés sur lui. Et ça va être bénéfique pour tout le monde. Donc, si Richard ne suit pas le projet, je crois qu'il y a anguille sous roche. Parce que si c'était bénéfique, même pour la blockchain elle-même, il devait suivre le projet, mais il ne suit pas le projet. Je ne comprends pas. Liquid Loan, pareil. Donc, on se pose des questions, mais je ne vais pas dire que c'est que parce qu'il ne suit pas le projet, que c'est un mauvais projet, mais il y a un point d'interrogation dessus. En tout cas, moi, perso, pour le moment, j'ai pas sacrifié. Donc, j'attends encore de voir si ça peut éventuellement faire quelque chose de bien. Et par rapport aux 200 millions du Whale qui a fait un stack de 15 ans, je ne pense pas que ce soit un OA, tout simplement parce que lorsqu'on fait de l'anonymat avec Tornado Cash, il y a un ID qui précise que on est en train d'utiliser Tornado Cash, en fait. Et sur la transaction, moi, j'ai pas vu cet ID-là. Donc, je pense que sûrement c'est un multimilliardaire en dollars qui a fait la transaction sur 15 ans. Oui, oui, c'est ça, hein.
le, cette baleine, enfin, on sait que c'est une personne puisque il a créé un compte Twitter parce qu'il y avait un faux, il y avait quelqu'un qui avait fait un compte Twitter en sa personne et lui a dû faire un compte Twitter. Il a été vérifié genre en une journée et certains OG ont demandé à ce qu'il fasse une transaction et cette transaction a été faite. Donc on a conclu que voilà, c'est une personne et que c'est pas une adresse d'origine ou quoi que ce soit. Et concernant les Vas-y, vas-y. projets qui sont sur Pulsetian, je pense que Richard il suit pas les projets, c'est pas qu'il est en sous roche, mais c'est qu'il attend d'avoir les codes pour pouvoir les auditer lui-même, enfin voir les codes par lui-même et pouvoir dire si voilà si oui ou non il prendra part au projet ou pas. Je pense que c'est ça, mais c'est aussi que déjà il a ces deux projets-là, tu vois. Il a peut-être un autre projet, je sais pas, il avait parlé de on-ramp, off-ramp ou de sites comme ça, ou de forker un genre de MetaMask, tu vois, ou je crois qu'il avait parlé de plusieurs choses comme ça, et ça m'étonnerait pas qu'il soit en train de travailler sur autre chose, tu vois, ou de lancer une autre équipe de dev sur un de ces projets-là. Et si je me souviens bien, il y a un peu plus d'un an, dans un stream, il avait dit que quand en fait il commençait à parler un peu de Pulsechain, d'un projet et tout, et il a dit ouais, moi j'aimerais bien que bah il y ait des gens qui encapsulent des ex, tu vois, mais il parlait à l'époque de Ethereum, tu vois, en pensant déjà qu'il allait faire Pulsechain. Et pour moi, ça veut dire que en fait, il y a des gens qui sont là pour répondre à ses attentes, tu vois, mais il peut pas être derrière tous les projets, tu vois, parce que déjà, il connaît pas les personnes directement, je pense. Gérardo, il l'a jamais vu, hein, par exemple, et pourtant, il a déjà fait un live avec lui, et il soutient pas forcément Mintra non plus, il en a jamais parlé. Donc moi je vois pas ça comme un drapeau rouge, quoi. Voilà, voilà. Bah je sais pas, je pense que on a fait le tour un petit peu, sauf si vous voulez rebondir dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat d'hier? Vous l'avez vu? Oui, pour ma part, je l'ai vu. Après, bon, ben, Peter Schiff, il s'est, il s'est débrouillé pour faire passer les cryptos pour de la monnaie d'Internet, quoi, la monnaie magique d'Internet. Mais bon, on connaît bien, nous qui sommes dans les cryptos, on sait bien que c'est pas ce qu'il veut faire. Enfin, la crypto, c'est pas ce n'est pas ce qu'il dit que c'est. Après, pour quelqu'un qui est hors de la crypto, je sais pas comment il peut voir ça. Ouais, ouais. J'ai vu des gens qui étaient un petit peu convaincus par ce qu'il disait au tout début de l'interview sur Twitter. Et qui ont dit ouais, franchement j'ai l'impression que les 20 premières minutes c'était à l'avantage de Peter Schiff et qu'ensuite Richard s'est un peu réveillé quoi. Je pense qu'il était là aussi pour faire douter les gens, tu vois. Quelqu'un d'autre a vu ça? Cécile, tu suis un petit peu l'actualité ou pas? Bonsoir à tous. Non, j'ai pas regardé le débat. Et j'avoue que cette semaine, j'ai suivi un peu de loin l'actualité. D'accord, ça marche. Ok, ok. Bon, je sais pas si vous avez regardé un petit peu sur Pulse Lead, votre classement, si jamais vous avez sacrifié, parce que là on arrive à la fin du sacrifice.
Est-ce que personnellement, vous avez bougé un peu de classement? Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des gens qui ont sacrifié à la fin ou pas du tout? Ah oui, il y a tout le temps des sacrifices, hein. Moi, j'ai perdu quelques places, mais pas grand-chose après ça. Après, il y a encore des sacrifices à peu près à 600 000 par jour. 600 000 $ par jour, oui, je pense. Ah ouais, quand même. J'avoue que moi j'ai regardé juste hier, je crois. Donc je suis Ouais. pas trop au fait, tu vois, jour par jour de ce qui s'est passé et tout. Ben, il y a un graphique qui compare le sacrifice de Pulse. Oh putain. Oh, merde. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu John B. Ouais, donc du coup, vu que là, il n'y a pas trop de sujets, j'ai l'impression qui vous enthousiasment, non, comment on dit, qui vous enjoignent. On va passer sur le tableau que je voulais qu'on aborde un petit peu. Euh, Est-ce que vous avez pris le temps de regarder? Est-ce que vous avez compris un petit peu ces chiffres? Non, moi j'ai pas trop compris et j'avoue que je serais bien intéressée par des explications. Ouais. Donc, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est toujours de partir du total, tu vois. Parce que en fait, ça te met dans le contexte pour comprendre les deux lignes d'au-dessus. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le total des ex, bah, c'est 100%, c'est-à-dire qu'il y a actuellement 638 milliards de ex, en nombre de ex, ce qui équivaut à 94 milliards en dollars. Et donc, parmi ce total de ex, qui chaque année augmente, hein, vu qu'il y a un peu d'inflation à hauteur de 3,69%, euh, parmi ces ex, il y en a 61 milliards qui sont placés, ce qui correspond à peu près à 10%, et le reste, c'est en circulation. Donc on sait pas trop, on se dit quand même c'est énorme 90%. Mais il faut regarder les lignes d'après pour un petit peu relativiser. Parce qu'en fait on se dit ouais voilà, si moi j'ai placé tant d'argent, ça veut dire qu'il y a 90% des ex qui sont un petit peu dans la nature et donc que le prix il peut baisser. Mais c'est sans compter avec les autres lignes. Donc je vais passer à la troisième ligne qui est intéressante parce que ça parle de justement des liquides X qui sont en circulation en fait. Donc là on voit que c'est le même chiffre, 576 milliards, c'est le même chiffre que Circulating X. Et on va partir sur l'optique que là on regarde que le total des liquides, donc on est à 100%. Et parmi ces 100% là, il y a l'OA, donc l'origine adresse, on suppose que c'est à Richard, qui contrôle 97% des ex. Quand on regarde ces adresses-là de l'OA, on constate il a jamais vendu, il a déjà sacrifié, je crois. Et donc ça c'est un peu rassurant dans le sens où le fait qu'il contrôle autant, ça permet de créer de la rareté qui équivaut en fait à 2,3% qui sont répartis entre les utilisateurs. Euh, ces trois lignes-là sont aussi intéressantes parce que on voit qu'il y a 61 milliards de ex qui sont placés. Donc là, ça correspond
ex placés de cette ligne-là. Et parmi ces ex qui sont placés, eh ben, on a l'adresse d'origine, donc Richard, entre guillemets, on ne sait pas si c'est lui, qui contrôle, qui a placé seulement 13,10% de tous les ex placés, donc c'est très peu. Et donc ça permet aux utilisateurs qui sont en majorité, 96,9%, d'avoir des intérêts beaucoup plus élevés. Parce que si Richard, enfin si l'origine adresse, pardon, avait placé tous ces ex qui sont liquides, et ben ça nous diluerait en quelque sorte nos intérêts. Donc là, ça permet d'avoir une image, en fait, ce tableau assez clair de où sont les ex et qu'est-ce qui se passe sur nos intérêts, en fait. Est-ce que ça va pour l'instant? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu floues? Non, c'est clair. Mais l'intérêt des liquidités ex, parce que ex, Ouais, l'intérêt, c'est de le placer. C'est les gens qui terminent leur steak et qui veulent pas forcément revendre tout de suite. exactement, exactement. Pour plusieurs raisons. Euh, En fait, l'avantage d'avoir des ex liquides, c'est que on peut les vendre à tout moment. Mais le désavantage, c'est que comme on les place pas et qu'il y a un taux d'inflation de 3,69% par an, bah chaque année qui passe, c'est comme si on perdait presque 4% sur les ex liquides qu'on a en fait en valeur. Et donc ça, en fait, les gens qui placent auront toujours l'avantage par rapport à ceux qui gardent les ex liquides. Donc si jamais D'accord. toi c'est ta stratégie, tu vois, de garder un petit peu de ex liquide, c'est très bien. Moi je recommande, hein. Mais il faut pas tomber derrière. C'est-à-dire si tu les gardes pendant 3-4 ans liquides, bah ça vaut pas le coup parce que tu vas perdre de la valeur en fait. Tu vas perdre 3,69% à chaque année. Voilà. Ensuite, les t-shirts, est-ce que tu sais un petit peu comment ça fonctionne, toi, les t-shirts? J'avais vu en fait qu'on convertissait ces ex en t-shirts Ouais, euh, et que les intérêts étaient calculés à partir de là. c'est ça. C'est ça. En fait, c'est comme s'il y avait un cours à part entière du X qui sont ces deux cours différents, deux graphiques différents où au début quand on plaçait nos X, bah, c'est comme si avec les X on achetait des parts qui sont appelées t-shirts et qu'on en avait, je sais pas, le prix c'était, je vais dire une bêtise, hein, mais que c'était $1. Et en fait, plus comme c'est le mécanisme, les tiers sont vraiment le mécanisme de placement de X, plus on va utiliser cette machine et plus les parts vont être chères, elles Mhm. vont augmenter. Parce qu'en fait, il n'y a pas de création de nouvelles parts. Donc elles vont faire que diminuer et dans le temps, tu pourras jamais acheter autant de parts que ce que tu as aujourd'hui. Si tu les achètes, si tu places tes ex, dans 2 ans, tu ne pourras jamais racheter le même nombre de parts. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que les parts sont euh, le mécanisme qui te permet d'avoir des intérêts. Une part, un t-shirt, te donne par jour 6 ex. Et donc c'est pour ça D'accord. que voilà, c'est intéressant de comprendre ce mécanisme. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait un petit peu comme cette deuxième ligne là que l'origine adresse ne possède en fait que 19% à peu près des parts, ce qui contribue à donner la plus grosse part, la part du lion, aux utilisateurs de l'ordre de 80%. Après, pour l'avant-dernière ligne, moi j'avoue que c'est une ligne. Bon, je vois que ce chiffre-là est identique à celui-ci, donc je me dis que c'est juste le total des ex.
Mais après, j'ai un petit peu du mal avec ces deux lignes-là. Je comprends pas vraiment. Ownership, ça veut dire être propriétaire de quelque chose. Euh, mais après, si quelqu'un sait, je sais pas. Moi, j'avoue que sur ça, c'est un peu flou pour moi. Gasma, t'as une idée, toi, non? Il est peut-être pas là. Malheureusement, non. J'avais même posé des questions par rapport au t-shirt. Ouais, dis-moi. Comment l'appelle-t-on? Le t-shirt, actuellement, comme le prix est en train de baisser, est-ce que le t-shirt garde la même valeur en termes de dollars ou bien le t-shirt, sa valeur en dollars aussi diminue? En d'autres termes, si par exemple par le passé, et disons hier ou avant-hier, on gagnait 6 hex par t-shirt, est-ce Bah que quand attends, le attends. prix... On va aller regarder sur le site. Ouais. On va voir ensemble. Ah ouais, mince, attends. Peut-être que parce qu'en fait, j'ai pas d'adresse sur cette session-là. J'aimerais bien avoir peut-être sur x.com. Peut-être que je peux voir le prix des shares. Il y était avant, mais je sais pas s'ils l'ont enlevé avec le nouveau site. Tut, tut, tut. Qu'est-ce que je peux taper? T-shirt Daily X Price ou quelque chose comme ça. Ah, sur X Daily Stat peut-être. Non. En gros, ce que je veux dire, c'est que le prix départ, il fait que augmenter, sauf dans des moments comme en ce moment, tu vois, où le prix baisse et du coup, il y a moins de parts qui sont créées, donc ça fait une petite vague, si tu veux, où c'est des périodes où c'est pas mal pour placer parce que au final, tu obtiens plus de parts. Je sais pas si tu peux me retrouver ça toi de ton côté, mais moi je le trouve pas. Peut-être sur X-Info. Ta, ta, ta. Non, je le trouve pas là. Je pense bien que tu dois connecter ton wallet avant de le voir. Ou bien. Ouais, je sais, mais je te dis, je peux pas connecter de wallet sur cette session-là parce que je suis pas sur mon compte principal. Est-il possible de créer un compte fictif De quoi? juste pour la démo? Est-il possible de créer un compte fictif juste pour la démo? Puis bon, tu sais après. Ah ouais, ouais. Créer toilette. Ah ouais, mais je vais devoir. Ça va être long de faire ça. Tic, tic. Il va falloir que j'enregistre les mots et tout. Ou alors si je peux les copier, je sais pas, ouais, peut-être. Ouais. Ah non, je vais devoir ouvrir Notepad. Il y a du monde chez toi, Gasmin. Sylvain. Est-ce que vous pouvez retenir quelques mots pour moi? Alors, on était où? Silver, View, Finish, Green Border Drive, Unfair, Border Drive. Ok, ok, ok. Allons sur go.x.com. Tuc, on se connecte. J'ai oublié ta question du coup.
Oui, en fait, ma question était de savoir si le cours du Hexbex, est-ce que la part que nous procure le t-shirt chaque jour aussi va baisser ou bien ça va augmenter? Non, je sais que ça bouge un petit peu, mais je sais pas ce qui le fait bouger, mais c'est généralement très stable. Euh, et d'ailleurs, ça augmente bizarrement. L'année dernière, on était souvent à 5,8 et cette année, on est à 6. Donc, on a gagné un petit peu. Euh, voilà. Voilà. Là, il est là, le prix, tu vois. Ça, c'est le prix que vaut une part. Donc, il fait que augmenter, tu vois, à part là où, en fait, voilà, il y a une petite stagnation. Et ici, bah, tu vois, on est souvent à 5,8. En fait, ça, c'était le Big Payday. Je me souviens que ça avait fait un peu n'importe quoi et que depuis, bah, c'est tout droit et ça augmente un tout petit peu. Donc ça, en fait, ça... Ah si, maintenant je sais ce qui influe là-dessus. Ce qui influe là-dessus, c'est bah, les pénalités que les gens peuvent avoir. C'est-à-dire, si tu as placé pendant 2 ans et qu'au bout d'un an, tu retires ton placement, bah, ton placement, il va être pénalisé. Tu vas payer au réseau une pénalité qui va être reversée aux gens qui, eux, ont placé et qui sont toujours placés. Donc, en fait, si tu places et que tu n'interromps pas tes placements, eh ben, tu peux avoir des grosses récompenses sur certaines journées. Ça, je me souviens que c'était quelqu'un qui avait plusieurs dizaines de millions qui a arrêté son placement alors qu'il l'avait mis sur 5 ans. Et voilà, ça nous a donné sur cette journée-là ouais, 24 ex par t-shirt en fait. Voilà. Est-ce que c'est clair, pardon? Est-ce que je suis clair? Le placement interrompu, en fait, est soumis à pénalité et la pénalité est reversée dans la journée aux gens qui ont stacké sur X, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça, ouais. Ouais. Donc ouais, pour ça je saurais pas vraiment expliquer. Faudrait faire des recherches parce qu'en fait il y a aucun nombre à part celui-là qui se qui se correspond. Donc peut-être ownership, c'est c'est l'ajout. Non, même pas. Tu vois, je faisais le calcul dans ma tête. Je pensais que c'était l'ajout liquide et ah si c'est peut-être ça. Si ça doit être ça. En fait, c'est l'addition entre les ex en circulation et les ex placés. Donc là, on a ceux des utilisateurs qui possèdent 10% en fait des ex et que 90% est possédé par l'origine adresse. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ce que Vas-y, dis-moi. possèdent les gens. C'est ça, c'est ce que possèdent les gens. Ou c'est Ouais, placé, ou c'est en liquidité. C'est ouais, ça. ça c'est la dernière ligne. Ouais, ça c'est ce que possèdent les gens. C'est un point de vue seulement sur les gens. Et donc on voit que en fait les gens, si on exclut l'origine adresse, bah, ils font que placer en fait, majoritairement. Il y a que 20% qui a de la liquidité quoi. Ou alors c'est peut-être des gens qui ont placé justement 80% de leur ex et qui ont 20% en liquidité. Hein. Ça peut être une moyenne au final. Ce qui me paraît pas déconnant d'ailleurs. Voilà, voilà. Quoi d'autre Non, bah c'est tout moi pour ce soir. Je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de monde, c'est vrai. Mais bon, si vous voulez parler de d'autres choses un peu plus générales sur le
comme je disais en début, la situation internationale, ça joue un petit peu sur les marchés et les marchés tradis, mais aussi les cryptos. Et donc, bah, je suis pas sûr que on va repartir à la hausse très rapidement dans les prochains jours, semaines. Donc à voir. Si toi, je sais que t'avais pas encore investi toi, Cécile, hein. Non, mais je l'ai fait depuis. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est fait. Ben écoute, Euh, bienvenue au club, hein. Merci. Mais je me demandais, en fait, quand le Hex baisse comme ça, c'est problématique pour les gens qui sont en fin de placement, c'est ça? Euh, quand il bouge comme ça, tu veux dire? Quand ça c'est à la Ouais, baisse, par quand exemple? ça baisse, ouais, c'est surtout problématique en fin de placement. Euh, Si on veut revendre ses Hex, Bah oui, ils ont c'est moins de sûr, valeur. c'est sûr. Après, ça dépend un petit peu de ta stratégie parce que, admettons que ça fait 1 an que tu as placé ton argent et que Mhm. aujourd'hui ça se débloque. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Est-ce que tu en auras besoin tout de suite? Est-ce que tu veux les vendre? Est-ce que tu veux les replacer? C'est sûr que si le cours il baisse, bah t'as moins envie de les vendre parce que tu te dis je préfère les vendre quand c'est un peu plus haut, quoi. Ouais, donc Mais t'as deux solutions. Ou tu les replaces, ou tu les gardes en liquidité en attendant que le cours augmente pour les ouais, vendre. ouais, c'est ça. Ou alors tu peux en garder une petite partie en liquidité et placer plus ou l'inverse, tu vois. C'est comme toi tu le Mhm. sens, tu vois. Oui, le Ouais. tout c'est Mhm. d'avoir une stratégie, quoi. Bon, je pense que ça dépend de tout un chacun de sa vision. Si, par exemple, celui qui a, par exemple, un compte qui arrive à échéance et que le prix est très bas, s'il n'a pas prévu faire quelque chose avec l'argent, l'idéal serait qu'il remette parce que on a connu Hess au-delà de 50 centimes. Actuellement, c'est trop bas. Mhm. Si au moment où c'était à 50 centimes, tes Hess étaient en steak et que tu ne pouvais rien faire, et au moins tu as vu de tes yeux que bon, c'était monté là. Donc, on a, comment on appelle ça, et cette, on a cette envie de revoir le Hess à 50 centimes. Et si l'on décide de le brader au prix actuel, bon. En tout cas, comme je l'ai dit, ça dépend de tout un chacun de la vision que la personne a. Si la personne a besoin d'argent, bon, il peut le brader à ce prix-là. Mais si la personne n'a pas besoin d'argent, l'idéal serait de le replacer encore, puisque vu ce qui se passe actuellement, ça prendra un peu de temps pour remonter à ce 50 centimes. Voilà. Oui, mais on est d'accord, on a hâte que ça revienne à 50 centimes, hein. Effectivement, tout le monde veut voir son Hex remonter, même au-delà des 50 centimes. On avait prévu $1 à ce moment-ci, mais C'est vrai, c'est vrai. c'est le contraire qu'on est en train de vivre actuellement. Ouais, ouais. La seule chose qui pourrait refaire partir, c'est que finalement, ce qui se passe en Ukraine, en Russie, ça s'arrête plutôt bien. J'ai vu aussi que la Russie, elle avait commencé à dire que ils allaient régulariser des choses sur les cryptos, qu'ils allaient plus ou moins autoriser ça, alors que voilà, leur service secret était contre il y a quelques mois, voire l'année dernière, je crois. Il y a eu aussi des régulations crypto un peu partout, notamment aux US et tout, où on sait pas trop sur quel pied danser, donc on est un peu sur l'hésitation. Et en fait, ce qui va pouvoir faire repartir, bah c'est voilà, soit toutes ces choses-là qui se calment et Pulse qui va sortir prochainement, j'espère.
Bon, je pense qu'à l'heure actuelle, la Russie n'a pas trop de choix, hein, parce qu'elle fera face à des sanctions économiques. Et pour pouvoir trouver un moyen de contrôler ces sanctions, il va de soi qu'elle cherche à régulariser la crypto-monnaie pour pouvoir permettre à sa population de pouvoir faire des transactions. Mais bon, si la Russie reconnaît, bon, disons, c'est un avantage pour le monde cryptographique, puisque plus la monnaie est reconnue, plus il y aura d'utilisateurs. Et plus il y a des utilisateurs, plus le prix va augmenter. Et ça arrange tout le monde. Donc, on verra. Bon, j'ai une autre question qui m'inquiète un peu. Si on voit, par exemple, ce qui se passe avec Liquid Loan, ils ont demandé à ce que les sacrifices se fassent uniquement en stablecoin, ce qui n'était pas le cas de Pulsion. Est-ce que les sacrifices de Pulsion étaient destinés à alimenter le réseau en termes de liquidité, ou bien quelle est la finalité de ce sacrifice-là? Je voudrais savoir. Par rapport au fait que ce soit uniquement des stablecoins, c'est ça que tu veux savoir? Non, je me disais par rapport au niveau, bon, je réexplique. Au niveau de Liquid Loan, c'est stablecoin. Et donc, si 10 000 $ ont été sacrifiés, on sait exactement que c'est 10 000 $ qui va se retrouver dans la cagnotte. Et s'ils décident d'utiliser cette cagnotte-là comme pool de liquidité, tout le monde a une idée concrète. Par contre, au niveau de Pulsion, il y a cette possibilité-là de sacrifier en utilisant plusieurs sortes de crypto-monnaies, de tokens, qui forcément n'ont pas gardé leur valeur au jour d'aujourd'hui. On a vu la manière dont Hess, par exemple, a dégringolé. Bon, la finalité du sacrifice qu'on a participé là, c'était pour faire alimenter la pool de liquidité, ou bien c'était pour d'autres fins? Mais pour Liquid Loans, c'est bien ça. Pour Pulsion et PulX, j'ai pris Liquid Loan juste pour expliquer mon idée. On sait que bon, si c'est X millions qui a été sacrifié, c'est ça on aura à la fin. Par contre, au niveau de PulX, si à la date, on arrête, par exemple, le sacrifice, on sait que, par exemple, c'est tel milliard qui a été sacrifié en dollars. Le lendemain, on n'aura pas forcément le même montant. Bon, je voudrais savoir quelle est la finalité en fait de ce sacrifice, premièrement. Ce qui compte, c'est le moment où tu les as sacrifiés. Oui, pour quelqu'un qui participe au sacrifice, ce qui compte pour lui, c'est le moment. Maintenant, ouais. Pour le système entier, supposons qu'on arrive à échéance, le sacrifice est clôturé aujourd'hui, on se dit qu'on a récolté 1 milliard de dollars. Les 1 milliard de dollars, on peut les retrouver, par exemple, dans la pool de liquidité, ou bien les 1 milliard de dollars, là, on va les retrouver pour autre chose après. Mais, pas fort. Enfin, c'est fictif parce que tu parles d'une valeur en dollars alors qu'en fait, on a des coins, tu vois. La valeur en dollars, t'as pas besoin de savoir laquelle elle est. Tu vois, genre si t'as une pool de liquidité Pulchain, Pulsix, que au moment du sacrifice ça vaille 1 milliard et que dans un mois ça vaille 1 million, ça change pas que t'auras quand même une paire Pulchain et Pulsix. Exactement. Et c'est là où je voudrais savoir quelle est la finalité du sacrifice. C'est d'avoir des coins uniquement, ou bien le montant sacrifié servira à alimenter la pool de liquidité?
Non, la finalité, c'est de pouvoir redistribuer en proportion aux gens qui ont participé au sacrifice au moment où où ils ont sacrifié. C'est pour faire la distribution. C'est ça, c'est en ça que c'est important. Oui, la distribution se fait par exemple à Pulse X. Ouais, et même Pulchain tout court. Exactement. Si toi tu as mis 10 000 dollars et que ça correspond à 0,01% de Pulchain au moment où ça valait 10 000 dollars parce que tu as sacrifié des ex ou je ne sais quoi, et bah tu auras 0,01% des Pulchain, tu vois, des pulses. Et la valeur que ça a aujourd'hui n'a pas d'importance. Tu auras quand même la part qui te revient au moment où tu as sacrifié. Justement, la valeur que le Hex a aujourd'hui n'a pas d'importance. J'aurai l'équivalent de l'équivalent en Pulse X au moment où j'avais participé au sacrifice. Bon, supposons que j'ai les Pulse X et que je veux Mhm. les changer, par exemple, contre de l'USDC. Oui. Le système aura besoin de liquidité pour me permettre de faire cette opération. Alors, je sais pas comment ça va se passer parce que vu que tous les USDC en fait c'est des tokens ERC20 sur Ethereum et donc je sais pas si ce sera copié tel quel sur Pulchain parce que même Richard le sait pas en fait. Les fondateurs de USDC et de ces monnaies, de ces stablecoins là, peuvent très bien interdire ou bloquer le fait que ce soit copié sur Pulchain. Ils peuvent très bien le faire. Mais après, si toi, ton but à toi, c'est d'avoir des USDC, eh ben, tu prendras tes PulseX, tu les échanges en ce que tu veux, en Ether ou même en PulseX, hein, tu les mets dans le bridge pour repasser sur le réseau Ethereum, et là tu prends tes USDC, tu les swaps. Oui, mais avant de les swapper, il faut que le système Pulse ait un peu de liquidité. Je voudrais savoir, la liquidité de Pulse sera alimentée de quelle manière? Bah, déjà la liquidité, n'importe qui peut être un fournisseur de liquidité, que ce soit toi ou que ce soit l'homme le plus riche de la Terre. Et c'est en ça que bah, des systèmes comme Uniswap et PulseX est un fork de Uniswap, bah tu pourras le faire sur PulseX. Et donc la liquidité, elle sera fournie, je pense, par des gens comme toi et moi, mais aussi, je pense que Richard et son équipe, tu vois, vont faire en sorte de la fournir. Après, je sais pas comment. Est-ce qu'ils vont utiliser euh, les fonds du sacrifice? Est-ce que ça, je sais pas. Il y a plein de façons, et je pense que s'il y a un taux qui est intéressant au niveau du service de fournir de la liquidité, c'est un taux qui est intéressant pour ceux qui font ce job, parce que c'est un vrai job en fait de faire ça. Moi j'ai essayé, je trouve ça compliqué et un poil dangereux parce que je m'y connais pas, tu vois, mais il y a des gens qui s'y connaissent très bien et qui font beaucoup d'argent là-dessus. Et ben voilà, c'est un taf. Et ils se chargeront de prendre des frais sur les gens qui utilisent PulseX pour faire leur swap, parce que c'est eux qui fournissent la liquidité en fait. Ok, d'accord. Merci. Merci pour De rien.
Bon bah voilà, moi j'arrive un petit peu sur la fin, j'ai pas trop d'autres sujets à aborder, mais si vous avez des questions, vous me dites, sinon on peut clore pour ce soir. Moi, j'avais encore une petite question. En fait, au lancement de Push-Chain, on aura juste les PLS. Le PLSX va arriver un peu plus tard, non? Les deux vont Euh, être lancés simultanément. alors je pense que les deux vont être lancés simultanément parce que euh, parce que Richard parle de d'un espèce de bot qui va fixer un peu les ratios et tout, et qui va aspirer la liquidité euh, de Uniswap et tout ça. Et je pense que pour ça, il a besoin de le faire le plus rapidement possible pour que ce soit pas fait par d'autres en fait. Hmm. Euh, donc Pour je un peu pense que concurrencer Uniswap. Ouais. ouais, surtout pour pas que les gens aient la main, enfin, tu vois, que d'autres prennent la main dessus, quoi. Mhm. Ah, vous êtes en retard là, il y a Aigle et Hexagonix qui viennent de nous rejoindre. Vous avez loupé énormément de sujets, très intéressants d'ailleurs. Bah, vous pourrez regarder le review. Mais n'hésitez pas, on est dans notre mode un peu chill, questions-réponses. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas. Bonsoir à tous. Vraiment désolé. Salut Aigle. Salut. Salut, salut. Ok, je vous écoute alors. Ça marche. Bah, Cécile posait une question, ouais, sur ça. Est-ce que tu en as d'autres ou sinon on passe à quelqu'un d'autre? C'est bon. Ok, ça marche. Hexagonix, est-ce que tu as ton micro qui fonctionne? Est-ce que tu as une bonne connexion ce soir? Oh, on t'entend faiblement. Ouais, alors ma connexion est toujours aussi pourrie, j'ai eu des problèmes aujourd'hui. D'accord. Vous l'entendez bien? Moi, je l'entends un petit peu de loin, mais j'arrive à discerner ce qu'il dit quand même. Ouais, j'entends de loin également. Hmm. Ouais, voilà. Bah, juste comme vous étiez pas là, je vais faire vite fait un rappel des choses qu'on a traitées un petit peu. Comme ça, peut-être que vous aurez des avis ou que vous allez vouloir intervenir. On a parlé du cours à la baisse de cette semaine, de la situation en Russie, de la régulation des cryptos, du débat entre RH et Peter Schiff. On a parlé aussi de la fin du sacrifice de Pulsix. On a abordé les lancements respectifs de Liquid Loans, Hedron, Mintra, tous ces projets en fait qui sont là un petit peu pour enrichir l'écosystème Pulsechain et aussi bah, des déboires, des dramas qui se passent un petit peu sur Twitter avec les OG qui voient mal certains projets et pas d'autres. Euh, voilà, on a parlé un petit peu de ça et aussi on est revenu sur le tableau que j'avais posté cette semaine. On a fait voilà une description en détail de tout ça. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous êtes intéressé. Et si vous voulez participer sur un des sujets que voilà qu'on a abordé ce soir, n'hésitez pas non plus. On était un petit peu sur la fin, donc voilà, je vous laisse la parole. Moi, j'ai reconnecté mon micro, j'espère que ça marche mieux. Nickel. D'accord. Oui, ça marche bien. D'accord. Ouais, bref. J'avais fait une erreur, c'est pour ça. Moi, il y a un sujet, je ne sais pas si vous l'avez abordé un petit peu, mais c'est les émotions qu'on a par rapport au cours de X notamment, et sa variation, et par rapport aux émotions qu'on peut avoir sur le moment même.
et par rapport à la stratégie et au temps qu'on se donne en fait pour son investissement, pour ses placements. Et Alors, ouais. je ne sais pas si vous en avez parlé un petit peu de ça ou si tout le monde est à l'aise avec sur le côté, ce côté un peu, c'est assez subtil, mais ce côté émotionnel, qui est pas forcément mathématique, mais qui est plus. Il se passe pas mal de choses dans le monde ces derniers temps. Là, il y a une sorte un peu de trouble et de confusion en termes sur le plan de l'économie, on va dire ça comme ça. Là, le débat d'hier entre Richard et Peter, il y a une question qui n'a pas été abordée. Peter Schiff l'a un peu, il a très légèrement évoqué. Il a évoqué la possibilité d'un effondrement économique. Et moi, j'aurais bien aimé, mais ça, malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu encore, que Richard donne son avis sur le potentiel de X en termes de résistance en cas d'effondrement économique ou en tout cas de crise économique majeure. Je sais pas ce que vous en pensez, comment vous le sentez par rapport à ça. Moi, je voulais juste dire, on a abordé un tout petit peu le sentiment par rapport au cours à la baisse. On a parlé aussi un tout petit peu de la stratégie avec Cécile, mais je pense que ça vaut le coup qu'on entre dans les détails là-dessus. Et par rapport à Peter Schiff, ouais, moi aussi j'aurais bien voulu avoir cette réponse-là. Et aussi j'ai trouvé que le débat était vraiment court. Je l'ai pas vu passer et j'ai eu l'impression que on était resté vraiment en surface, qu'on n'était pas rentré dans le cœur du sujet, quoi. Absolument. Absolument, j'ai l'impression que alors je ne sais pas si c'est par rapport à l'organisateur qui a choisi des questions qui n'étaient pas forcément propices à approfondissement, ou si c'est peut-être qu'il y avait un petit peu d'interruption. Richard n'a pas pu vraiment dérouler sa logique et sa vision des choses. Et Peter Schiff avait tendance à l'interrompre un petit peu plus que la réciproque, j'ai eu l'impression. Et moi, je pense qu'ils auraient pu. Je sais pas s'ils étaient prêts tous les deux, s'ils avaient vraiment envie d'aller plus loin, mais effectivement, moi, je suis resté vraiment sur ma faim avec ce débat. S'il avait duré 2 fois plus longtemps, je pense ils auraient pu aborder des choses. Et puis, ils étaient un petit peu pour revenir sur les émotions, j'ai l'impression qu'ils étaient tous les deux un petit peu, comment dire, agressifs, ou ils étaient un petit peu sur les dents, en fait. Et j'aurais aimé, moi, que la communication se passe plus sur le terrain de la raison, de l'échange d'arguments. Et c'était pas forcément ultra propice à apprendre des choses. Moi, j'ai eu l'impression de ne pas avoir appris grand-chose pendant ce débat. Je sais pas pour vous. Ouais, moi je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord parce que je pense tu vois, il s'envoyait des petites tatanes sur Twitter, des petits pics et tout. Ça remonte à un petit moment et que là c'était un peu l'exutoire, tu vois. Et au final, moi ce que j'avais tweeté sur un commentaire de Richard où je disais que le mieux c'est de parler calmement et de montrer qu'on contrôle son sujet. Et bon, il aurait pu être pire, tu vois. Et je pense qu'il s'est contrôlé, mais que de toute façon en 1 heure, enfin en 1 heure tu peux pas aborder des sujets aussi techniques que ça. Ils ont abordé plein de sujets différents, mais jamais dans le fond, quoi. Ouais, effectivement. Peut-être qu'ils ont abordé trop de sujets. Alors c'est peut-être ça effectivement la raison. Et parce qu'il y a peut-être que un débat entre deux personnes qui ont des visions aussi éloignées, même s'ils avaient quelques points d'accord, hein, ils sont d'accord pour dire que d'épargner en monnaie fiat, que ce soit en dollars, en euros, etc., c'est pas viable. Donc ils avaient quelques points d'accord, ils sont d'accord pour dire que le Bitcoin va probablement baisser.
ils avaient quelques points d'accord comme ça. Ils aiment tous les deux l'or. C'est vrai qu'il y avait quand même des points sur lesquels ils étaient d'accord. Mais il y avait un tel décalage dans leur vision des choses que peut-être qu'ils n'ont pas pu trouver le terrain sur lequel argumenter, quoi. Il y avait trop de décalage, trop de contraste dans leur vision du monde pour que ce soit productif, quoi. Des fois, on a besoin de contraste pour avoir des personnes qui nous donnent une vision différente. Et puis là, ça peut amener à une discussion intéressante. Mais dans certains cas, et moi je le vois dans la vie de tous les jours, quand je parle de X avec des personnes qui s'intéressent pas du tout à l'argent, qui ne s'intéressent pas du tout à la liberté financière, qui veulent juste continuer à être dans le salariat et qui ne veulent pas remettre en cause quoi que ce soit en fait. Et je me rends compte qu'il y a un décalage et que, alors même si avec ces personnes je peux avoir des discussions intéressantes, je ne peux pas. Il y a des personnes qui ne sont pas réceptives à certaines idées. Ben, peut-être que c'était ça pour Richard Hart et Peter Schiff. Il y avait un échange d'arguments, mais il manquait peut-être cette envie de trouver un terrain de communication qui soit propice. Et là, en plus avec les problèmes techniques qu'il y a eu, ça favorisait pas forcément l'harmonie dans la communication. Donc, Ouais, surtout que le ouais. mec se présentait un petit peu comme un présentateur pro, tu vois. Et Ouais. bah j'étais un peu déçu par l'organisation, quoi, tu vois. Et ouais, ils n'ont pas vérifié le son, ils ont interrompu le truc trop tôt, l'organisation des questions était, enfin le présentateur était trop présent au début quand il nous a parlé du match de boxe là, et il a pris je sais pas combien de minutes pour nous parler de ça. Bon, moi ils ont démarré avec 10 minutes de retard, et puis quand il s'agissait d'intervenir pour peut-être réguler un petit peu le débat. Mais c'est vrai que c'est un métier de débattre et d'organiser un débat. Moi-même, je pense pas que je ferais mieux, mais effectivement, moi j'en attendais, vu l'organisation, qu'ils ont demandé à s'inscrire sur une liste. Moi, je me disais pourquoi pas, on peut démarrer peut-être un nouveau truc, un nouveau format, ça pourrait être intéressant. Mais franchement, j'ai pas envie de regarder un nouveau débat organisé par ce mec. Je sais pas s'il y en aura d'autres, si ce sera mieux à l'avenir, mais Mais surtout, je sais pas si t'as vu, enfin, il y connaissait rien, le mec. Et il faisait que lire ses fiches. ouais, Il, bah ouais, c'est. il connaissait rien du tout, même sur le sujet des bitcoins au niveau financier. En fait, il a lu des questions, mais à aucun moment il s'est dit, bah tiens, je vais rebondir sur ce qu'il vient de dire là et je vais poser une question pertinente, tu vois. Il avait une liste de Ouais. questions. Ouais, il n'intervenait pas. C'est à un moment Ouais, quand ça chauffait trop, il passait. Bon, bah on va passer à une nouvelle question, boum, un ouais, nouveau thème quoi. Et ouais. effectivement, Comme un cheveu sur la soupe. et ouais, c'était un petit peu ça. Alors bon, peut-être qu'il y aura une prochaine fois plus intéressante avec quelqu'un d'autre en face de Richard. Mais ouais. Mais je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait de trouver des points communs. Je trouve que c'est Richard qui a insisté, je trouve, pour trouver des points communs. Il a essayé de l'amener à dire ouais, regarde, on a des points communs, tu vois, sur ça, 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 ça. Et Peter était un peu plus sur la réserve, quoi. Ouais, sur la réserve et sur la défensive un petit peu. Et, ouais. Et pourtant, je pense qu'on aurait des choses à apprendre des personnes qui s'intéressent à l'or, qui ont une longue expérience, qui ont connu des hauts et des bas, que ce soit en bourse ou sur d'autres marchés, et aussi un rapport au risque parce que bon, moi je suis plutôt confiant par rapport à X parce que je pense que c'est une crypto qui a des qualités intrinsèques qui font que même dans un marché baissier, X a le potentiel de pouvoir se stabiliser ou remonter et surtout de monter sur le long terme, sur le moyen long terme, genre sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Je pense que X a un gros potentiel pour monter, la capacité de le faire. Mais c'est vrai que ils n'ont pas trop parlé si je me souviens bien, Richard et Peter n'ont pas trop parlé de macroéconomie, de l'environnement. Et là, le présentateur, il a posé une bonne question quand il leur a demandé où est-ce que vous voyez
l'or dans les 12 prochains mois et Richard qui lui a demandé où voyez-vous X dans les 12 prochains mois. J'ai l'impression que tous les deux, si je me souviens bien, ont un peu botté en touche. C'est vrai que c'est dur de prédire, on peut pas prédire l'avenir. Mais ouais, donc voilà, je pense que je vais réécouter cet entretien parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai un peu manqué sur le coup. Je vais la réécouter avec, on peut la réécouter avec un bon son pour Richard parce il a rediffusé l'entretien avec l'enregistrement en direct de sa voix à lui. Donc au moins on peut l'écouter sans que ça crachouille trop. Ouais, sur YouTube. Ouais, sur la chaîne de Richard, ouais. Ouais. Moi, je l'ai écouté que sur YouTube. D'accord. Ah ouais, tu l'avais écouté sur la chaîne de Richard directement? Ouais. Ah, je savais pas qu'il faisait un direct en même temps. Sinon, je serais passé sur le truc. D'accord. Moi, j'ai suivi comme ceux qui se sont inscrits sur le truc. Je suis passé par cette organisation, la GoCo, je sais plus quoi, GoCo Group. Et l'image, on voyait rien des graphiques que montrait Richard à l'image, parce que il était dans un petit cadre et ça pixelisait, donc on voyait presque rien des images. Et puis ensuite, le son était terrible, quoi. Donc, genre, effectivement, des fois, on n'est jamais mieux servi que d'aller directement regarder le canal de Richard, quoi. Yes. Bon, bah, c'est Et tout. donc, Moi, juste pour conclure sur ce truc, moi, j'avoue que j'avais vraiment envie de voir ce débat parce que je me disais que ça pourrait potentiellement déclencher un début parce qu'on est encore en phase pré-virale avec X. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent encore l'existence de X. Donc je me disais, bon, peut-être qu'avec ce débat, ça va faire créer un buzz, ça va être un bon débat, et avec la personnalité de Peter Schiff, on va pouvoir commencer à exister un peu dans la cryptosphère, y compris à travers ce mec qui est anti-crypto, pour que ça crée du buzz, quoi. Mais là, moi, j'ai pas envie de montrer ce débat à quelqu'un, parce que pour moi, c'est pas du tout c'est flatteur ni pour Richard ni pour Peter. Et donc, moi, je suis un petit peu déçu par le débat parce que on attend toujours le grand débat ou la grande vidéo qui va pouvoir accompagner le début de la phase virale quand les gens vont commencer en masse à découvrir X. Et je pense que ça viendra quand Pulse va sortir, en fait. Pour l'instant, je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Moi, je disais que par rapport à la sortie de Pulse, tu vois, que c'était avec l'arrêt des tensions un petit peu globales, le seul moyen que ça reparte plutôt à la hausse, quoi. Parce qu'en ce moment, on mange pas mal de choses négatives, je trouve. Et ouais, c'est vrai, ouais. Alors, il y a quand même une petite lueur d'espoir, c'est que je sais pas si vous savez ça, mais et c'est quelque chose d'un peu qu'on peut considérer comme un peu bizarre ou un peu on peut le déplorer, mais souvent il y a des personnes qui, euh, qui construisent leur empire et qui s'enrichissent énormément en période de chaos. Parce que c'est en période de chaos qu'il y a des personnes qui paniquent et qui bradent des actifs, que ce soit l'immobilier, des actions en bourse ou autres. Il y a des personnes qui paniquent, donc qui bradent, et il y a des personnes qui ont une vision longue et qui sont prêtes à investir, y compris au plus bas de la vague. Et puis c'est pas un scoop, hein, mais c'est quand on achète quelque chose de pas cher et qu'on le revend cher qu'on fait une belle marge. Et donc et là actuellement avec le prix du X qui est relativement bas, c'est une bonne occasion d'en acheter, mais encore faut-il avoir l'audace d'en acheter quand c'est en train quand le prix est en train de tomber, ou alors quand il est très bas, on se dit bon, pour les débutants, je ne sais pas s'il y a des débutants, beaucoup de débutants qui sont prêts à acheter et à en acheter maintenant, ou alors est-ce qu'ils vont plutôt attendre un peu que ça remonte pour se rassurer. On revient à la question des émotions que j'abordais un peu avant. Si on est maître de ces émotions et qu'on a un plan, je pense on a un petit peu plus une probabilité un peu plus élevée de s'enrichir rapidement, parce qu'on est prêt à aller à contre-courant. C'est-à-dire, quand tout le monde s'enflamme sur une crypto et dit ouais c'est génial, ça monte et ça va monter encore plus haut, ben non, on est prêt à vendre quand c'est dans le vert, et puis à l'inverse, quand c'est dans le rouge et que ça descend et que ça a l'air d'être, on a l'impression que tout est foutu, tout le monde panique, tout le monde est triste ou déçu. C'est là que, au contraire, faut oser
investir et acheter. Alors je dis pas forcément que c'est le moment encore pour acheter, je sais pas si X va baisser plus ou pas, mais quand on a le contrôle de ses émotions, on est capable d'aller à contre-courant. Et même si tout le monde est pessimiste, on est capable d'être optimiste et d'acheter. Et à l'inverse, quand tout le monde est optimiste et se dit ouais ça va aller jusqu'à la lune, d'être, je dirais pas pessimiste, mais en tout cas d'être prêt à prendre des profits, et c'est-à-dire d'être émotionnellement maître de ses émotions pour décider de son destin. C'est bien dit. Je n'ai rien à rajouter. Après, c'est pas forcément évident. Hein. Moi-même, c'est vrai que quand j'ai vu le prix du X qui baissait, là, j'étais un peu tout triste parce que j'avais l'intention de prendre des petits profits, moi, pour financer des petits trucs. Bon, c'est pas grand-chose hein, par rapport à l'ensemble de mes ex, mais moi j'ai pris 0 centime de profit pour l'instant, donc je me disais bon, il est peut-être temps quand même de prendre un petit peu. Et juste au moment où j'avais l'intention, alors là, ça fait partie de mon plan, j'avais prévu le truc. Je me suis dit bon, c'est quand c'était à peu près vers 22 cents. Je me suis dit bon, je vais prendre un petit profit parce que j'ai des petits trucs à financer. Et puis là, boum, le truc est presque divisé par deux, quoi. Donc, est-ce que je me tiens à mon plan ou est-ce que je prends la somme que j'avais prévue? Est-ce que je remets ça plus tard? Voilà, on peut aussi être souple. Hein. Ouais, je me suis posé les mêmes questions, surtout que bah on a un horizon plutôt bah pas très joli quoi. Enfin les prochains mois, je pense que ça va pas être ça va être morose ou alors très chiant quoi. Et ouais, et ouais. Et pour rebondir sur un petit truc, je sais pas, c'est pas vraiment le sujet de cette conversation, mais je le glisse comme ça juste au passage. Si on envisage un effondrement économique, euh, disons qu'il y a certains experts qui considèrent qu'il est sage de se préparer à une situation très compliquée. C'est-à-dire qu'ils disent d'acheter un filtre Berkey là, pour filtrer l'eau, d'avoir une solution d'énergie, ne serait-ce que pour une réserve d'énergie pour se chauffer, alors que ce soit des bonbonnes de butane ou du bois pour se chauffer. Bref, des stocks de nourriture, d'assurer sur le plan économique aussi d'avoir un capital comme un matelas de sécurité au cas où il y aurait un tassement économique et au niveau de notre activité, de nos revenus, ça baisse pour une raison X ou Y. Bref, sur un mode un peu survivaliste, de se préparer parce qu'on ne sait pas effectivement ce qu'amène la période à venir. Quoi. Euh, ça après c'est quelque chose que j'entends depuis quelques années quand même. Mmh. Mais j'ai entendu aussi beaucoup de financiers qui disaient que voilà la bulle, on était dans une bulle qui grossissait et qu'un jour elle éclaterait, mais qu'on savait juste pas quand en fait. Il y a Ouais. ça, il y a plein de menaces en fait. T'as la menace financière, mais t'as la menace un peu sociale. Les gens ils votent de moins en moins. T'as la menace des guerres, t'as la menace de l'environnement. On est en train de défoncer la planète. Enfin, tout un tas de trucs quoi. Et ouais. Et donc parce que c'est pas parce que après je vais revenir à des choses plus positives après, mais c'est pas parce que enfin je sais pas quel âge ont les personnes qui participent là, mais c'est pas parce que de notre vie, si on va dire que si on a moins de 100 ans, on a connu la guerre quoi. Et c'est pas parce qu'on n'a pas connu la guerre que ou une situation d'effondrement, une situation grave de crise économique profonde majeure. Ça, avant, je, je crois que juste avant c'était la première ou la deuxième guerre mondiale, je sais plus. Tout le monde vivait normalement en fait. Personne, tout le monde était dans l'insouciance. Il y avait on parlait de choses de tensions géopolitiques ici ou là, mais tout le monde vivait sa vie normale. Et puis du jour au lendemain, ça a basculé. Et je dis juste ça parce que par rapport à ces placements, ça peut être bien quand même dans son étalement de placement, d'avoir des placements à court moyen terme pour le cas où on aurait besoin de prendre ne serait-ce qu'une petite partie des profits pour se protéger quoi.
Ouais, ouais. Et t'as raison, on va rester un peu sur du positif quand même, hein, parce que tu es en train de nous prendre la soirée là. Ouais, désolé. Et puis après, à côté de ça, c'est vrai que parce que là, Richard n'a pas dit, il n'a pas vraiment répondu, mais et ces questions d'ailleurs ne s'est pas trop posées sur le capacité de X et de Pulse à tenir et à avoir des résultats mais flamboyants, alors que tout le reste autre. Moi, perso, pour X, j'y crois. Pour Pulse, bon, le truc est pas encore lancé, peut-être qu'on attendra de voir les résultats de Pulse, mais je pense que comme Pulse va démarrer relativement bas en termes de cours, le potentiel au démarrage, il y a toujours un excellent potentiel, quoi, typiquement. Donc, je pense que X, ça serait génial en fait que ce scénario, que X devienne la réserve de valeur, la sécurité, apporte la sécurité en crypto, parce que tout le monde chercherait à se protéger, mais aussi à avoir du rendement, quoi. Et alors là, ce serait génial que, que plein de cryptonautes abandonnent d'autres cryptos pour se réfugier dans X, découvrent X, fassent des placements, prennent des profits, obtiennent du rendement et après c'est là que ça pourrait être une des causes, ça serait rigolo d'ailleurs, que ce soit une des causes du déclenchement de la phase virale, que tout soit dans le rouge partout et que les gens recherchent un refuge autre que le Bitcoin ou Ethereum qui ne rapporte rien en soi. Alors faut faire confiance à des tierces parties, mais avec des problèmes de sécurité. Et donc si les gens, ça pourrait être propice à ce que les gens découvrent X, et s'ils ne font confiance à personne, qui veulent gérer leur placement en direct, posséder leurs clés, posséder leur capital et générer un rendement, en plus un rendement sympa, hein, entre 11 et 38% selon la durée du placement. Donc ça pourrait être paradoxalement une période difficile qui amène un sursaut pour X. Ça serait génial. C'est un scénario à envisager, ouais. Bon, je sais pas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler? Non. Bon, bah on va terminer gentiment alors du coup, hein. Je vais juste stopper l'enregistrement et comme ça après, moi de toute façon je resterai un petit peu là, donc si vous avez des questions n'hésitez pas. Comme ça, j'attendrai les retardataires comme Molo qui a dit qu'il passerait plus tard. Donc voilà, merci à tous d'être venus et puis bah on se voit la semaine prochaine. Merci. Merci. Si. Merci à toi. Mhm. C'est bon.